Bonjour à tous. Effectivement, donc nous sommes convaincus à l'Union régionale des SCOP, donc l'association professionnelle qui regroupe l'ensemble des coopératives de salariés et également les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Nous sommes convaincus que les salariés sont les meilleurs repreneurs. Et donc, pour aider les salariés à reprendre l'entreprise, on vient de voir la thématique du LBO, donc c'est schéma classique avec la contrainte de la holding et la remontée des dividendes. Et on a le schéma coopératif, qui est un schéma tout à fait différent et qui présente un certain nombre d'avantages dans un cadre éprouvé, puisque les coopératives aujourd'hui existent depuis plus de 150 ans. Une coopérative, c'est une association volontaire de personnes réunies pour satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise, comme dans n'importe quelle autre entreprise. La seule grande différence de l'entreprise coopérative, c'est que sa propriété est collective et que le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc une coopérative, c'est une entreprise ordinaire, une entreprise, une ESA, une SARL, une SAS, exactement la même structure que n'importe laquelle des entreprises du monde que l'on connaît, mais qui va avoir des particularités donc coopératives. 4 grandes particularités. L'entreprise est contrôlée par ses salariés en assemblée générale, au moyen d'une règle démocratique, c'est une personne, une voix. Ce n'est pas le plus gros investisseur qui a la plus grande part en capital qui a le dernier mot. C'est tous les salariés, quel que soit leur rapport en capital, qui ont une voix pour s'exprimer en assemblée générale. Le résultat est partagé et le capital est variable. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que ça signifie, lorsque l'on dit que l'entreprise est contrôlée par ses salariés, ça veut dire que les salariés détiennent 51% du capital au minimum et ils ont 65% des voix. C'est-à-dire qu'il est possible dans une coopérative d'avoir ce qu'on appelle des associés extérieurs, des gens qui ne sont pas salariés, mais ils seront plafonnés en termes de participation en capital et en part de voix, de façon à ce que la priorité reste donnée aux salariés et reste donnée au projet coopératif. La coopérative est une entreprise particulière qui devient un bien commun et qui échappe à une logique patrimoniale. C'est important de le souligner. Et donc on est dans une gestion démocratique où toutes les décisions sont prises en assemblée, en conseil d'administration, avec la règle de une personne égale une voix, ce qui est assez peu usuel dans le monde de l'entreprise, puisqu'on est habitué à avoir la règle classique de une part, une voix. Parfois il y a des parts, des actions avec des droits de vote prioritaires, mais globalement c'est la règle généralement admise. Dans la coopérative, dont la finalité et de constituer une entreprise pour ses salariés, ce sont les salariés qui gèrent cette entreprise démocratiquement avec une règle, une personne, une voix. Le résultat est également partagé de manière particulière et de manière organisée, puisque la finalité de la coopérative est de construire un bien commun et de préserver l'emploi sur le territoire et d'assurer la pérennité de l'outil de travail mis en commun. Le résultat est réparti de manière particulière. La première chose, c'est que 16% de ce résultat, à minima, est mis en réserve. C'est 3 fois plus que l'obligation légale de la réserve légale des autres entreprises. La raison en est qu'on veut s'assurer que l'entreprise met de côté les ressources nécessaires à son développement. Qu'elle ne privilégie pas une politique, on va dire, de rémunérer l'actionnaire, mais qu'elle n'oublie pas de développer, de garder les fonds pour développer son propre avenir. Donc 16% de réserve pour l'entreprise. Ces réserves appartiennent à l'entreprise. Et là aussi, c'est une particularité coopérative. Elles n'appartiennent pas aux associés, à la différence du droit commun. En droit coopératif, les réserves mises de côté par l'entreprise appartiennent à l'entreprise et sont impartageables. La part travail, c'est la juste rémunération de l'effort accompli par tous les salariés, qu'ils soient sociétaires ou non. Ils n'ont pas l'obligation d'avoir une part au capital. Tous les salariés des coopératives bénéficient de l'accord de participation signé au niveau de la coopérative et où 25% du résultat à minima est redistribué aux salariés.
Et puis, il existe aussi des dividendes, on appelle ça un intérêt aux parts. L'intérêt, cet intérêt vise à rémunérer le capital. Il est normal que les sociétaires qui auraient mis plus d'argent pour aider à monter le projet coopératif en aient un certain retour sur investissement de manière traditionnelle. Et donc, de ce fait-là, il est possible d'avoir des dividendes, mais au maximum de 33% du résultat dégagé par l'entreprise. Donc, ces seuils et ces normes expliquent la philosophie du projet coopératif. En particulier, les réserves impartageables vont expliquer par la suite que la coopérative n'est pas un objet patrimonial. Le coopérateur qui rentre dans la coopérative va souscrire des parts à leur valeur nominale, et quand il souhaitera repartir de la coopérative éventuellement et quitter le tour de table, il demandera à se faire rembourser, et il sera également remboursé à la valeur nominale, puisque l'ensemble des réserves accumulées dans l'intervalle ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à l'entreprise au travers des réserves impartageables, et le gain qu'il aura eu à participer au tour de table, il l'aura touché chaque année au travers de la participation et des dividendes. Il n'y a pas d'accumulation de la richesse pour l'associé dans la coopérative, c'est la coopérative elle-même qui en bénéficie pour assurer son avenir. Et donc on a cette particularité des coopératives d'avoir un capital variable, puisque comme la cession de parts se fait à la valeur nominale et qu'il n'y a pas de logique de savoir combien vaut ma part, et donc toutes ces complications qui existent dans le monde traditionnel des entreprises où la plus-value est un des éléments moteurs du sociétariat, enfin de l'actionnariat, dans la société coopérative, les sociétaires rentrent et sortent par augmentation du capital variable ou par diminution du capital variable sans aucun formalisme et dans une très grande simplicité. Il y a quelques avantages fiscaux à la coopérative, puisque la coopérative est une structure qui est exonérée de la contribution économique territoriale. Le dirigeant a un statut salarié, alors même qu'il a un mandat social. Il est du point de vue du droit considéré comme un salarié cotisant aux URSSAF et également bénéficiant d'une couverture chômage. La responsabilité des associés est vraiment limitée. On a pu voir dans le montage LBO qu'au-delà du fait que, évidemment, dans la société anonyme, logiquement, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, en fait, les financeurs tournent très souvent autour de cette question en réclamant des cautions personnelles pour se couvrir d'un risque éventuel de défaillance en allant chercher les biens personnels des apporteurs de capitaux. Dans la coopérative, on ne va jamais chercher l'argent des coopérateurs, l'argent personnel des coopérateurs. Le mouvement coopératif s'est organisé depuis de nombreuses années et on le verra au travers des outils financiers pour mettre en place des mécanismes de caution et de garantie qui permettent de faire des tours de table et donc permettre des transmissions d'entreprise sans jamais mettre en jeu la caution personnelle ou l'engagement personnel et financier des coopérateurs. Le coopérateur souscrit au capital de la coopérative une certaine somme, c'est le seul risque qu'il prend à rejoindre le projet coopératif. Et donc, pour la transmission d'entreprise, le législateur a imaginé un mécanisme extrêmement simple et extrêmement pratique pour transformer les sociétés en coopératives. C'est le mécanisme de la transformation directe. C'est-à-dire que lorsqu'un cédant a décidé de céder son entreprise à ses salariés, que ses salariés se sont mis d'accord avec lui sur la valorisation de départ du cédant, et on est dans un mécanisme de valorisation de marché exactement équivalent à la valorisation qu'il trouverait en vendant sa société à un tiers extérieur. Il va sortir du capital en étant remboursé de ses parts et les nouveaux sociétaires coopérateurs vont souscrire au capital de la société transformée en coopérative en important leur mise de fonds. Le delta va être bouclé par un tour de table financier. Mais dans cette transformation directe, la société garde son numéro sirène. C'est exactement la même structure. Tous les contrats perdurent. Il n'y a aucune interruption juridique de la vie de l'entreprise antérieure. C'est donc, entre guillemets, les coopérateurs montent dans une voiture en marche sans avoir besoin de s'arrêter à la station-service. C'est dans un mouvement entre guillemets parfaitement huilé et sans aucune interruption. Ce qui permet évidemment une grande facilité, en particulier quand l'entreprise bénéficie d'agréments, quand l'entreprise a signé des contrats avec des grands donneurs d'ordre. Il n'y a aucune remise en cause de rien dans cet environnement contractuel de l'entreprise préexistante. On peut éventuellement aussi faire appel à d'autres associés, ce qu'on a appelé les associés extérieurs. Donc on conserve la totalité de l'historique de l'entreprise.
C'est une transformation qui est très peu coûteuse, c'est une assemblée générale extraordinaire, modification statutaire, c'est un forfait au greffe du tribunal de commerce et au niveau des droits d'enregistrement, on est en remboursement de parts, donc extrêmement faible. Et par contre, pour le cédant, l'intérêt c'est que cette opération est assimilée à une cession de parts, et donc on est dans le régime des plus-values, avec toutes les exonérations qui sont attachées au traitement de la plus-value, en particulier dans le cadre d'un départ à la retraite. Donc comment ça se passe d'un point de vue financier de manière extrêmement simple? On a une société initiale classique avec des actifs, des passifs, actifs, capitaux propres et autres passifs. Les capitaux propres du cédant historique vont être remboursés et les nouveaux sociétaires vont souscrire au nouveau capital. Évidemment, pour boucler, cette cession se fait à la valeur de l'entreprise, telle qu'elle aura été estimée par des experts. Et donc, dans le bouclage du tour de table, évidemment, il peut être nécessaire, par rapport à l'apport des sociétaires, il peut être nécessaire d'aller chercher une dette. Et c'est la société elle-même qui porte cette dette. On n'a pas besoin de créer une holding pour faire un montage de type LBO. C'est la coopérative elle-même qui va porter la dette du rachat de l'entreprise elle-même, des titres. Donc c'est l'entreprise cible qui porte la dette de rachat. Et donc on n'a pas du tout à rentrer dans un montage compliqué, LBO, dividendes, etc. Et on est dans une structure extrêmement simple. La société se rachète, il peut y avoir évidemment un goodwill, donc une survaleur constatée entre le prix d'acquisition que l'on voit ici supérieur à la valeur des capitaux propres initiales, comme dans n'importe quel schéma d'acquisition d'entreprise. On retrouve les actifs d'avant et les autres passifs. Voilà. Ce dont on s'assure évidemment, c'est que l'entreprise va être capable de rembourser sa dette de rachat, et c'est pour ça qu'on travaille et on accompagne les porteurs de projets pour s'assurer de la viabilité du projet économique. On a besoin donc de l'apport des salariés. Le mouvement financier, les outils financiers du mouvement coopératif vont venir aider les salariés à boucler leur tour de table, et on va faire appel à des partenaires financiers avec qui le mouvement coopératif a l'habitude de travailler pour pouvoir trouver la dette nécessaire à compléter le paiement du prix d'acquisition. Les salariés amènent généralement un apport compris entre 10 et 30% du capital, ce qui est extrêmement faible. Quand on voit les montages LBO, dans les montages LBO, on est très rarement en dessous de 30%. Dans un montage coopératif, on va très souvent avoir des montages à 10%, parce qu'on sait que les salariés n'ont pas nécessairement les mêmes surfaces financières que des investisseurs intéressés de manière avec un objectif patrimonial, mais on va essayer de les aider à compléter, on va le voir après. Ça signifie individuellement qu'on peut devenir coopérateur et racheter une entreprise en coopérative en investissant 2 à 3 mois de salaire. Sans caution personnelle. Et on peut compléter éventuellement son apport par l'utilisation de ces fonds de PE. L'acquisition de parts d'entreprises en coopérative sont un motif de déblocage de PE. Et on peut éventuellement souscrire de prêts d'honneur auprès de réseaux associatifs qui aident à l'entrepreneuriat. La coopérative est aussi une modalité d'entreprendre, c'est l'entrepreneuriat collectif. Donc on a des outils financiers qui vont nous aider à compléter le tour de table. On a en particulier un holding financier qui s'appelle Socoden et qui va venir compléter l'apport des salariés au moyen d'une dette. Mais c'est vrai que le mouvement financier est un prêteur beaucoup plus compréhensif peut-être que des prêteurs financiers traditionnels. Et en tout cas, le fait que l'on vienne soutenir un projet aux côtés des salariés va aider à ouvrir la porte de tous nos autres partenaires bancaires traditionnels, comme le Crédit Coopératif, le BPI évidemment, de réseaux comme France Active, les caisses d'épargne ou des banques populaires, qui vont donc nous permettre de finaliser le tour de table. C'est donc une solution qui présente de très nombreux avantages pour les salariés. Et qui repose tout d'abord sur une très forte implication. Quand on dit que les salariés sont les meilleurs repreneurs, quand nous le disons, c'est qu'effectivement le cédant les a recrutés et souvent il les a formés. Et donc le cédant qui aujourd'hui dans les phases de transmission a beaucoup de difficultés, ils le disent en tout cas, ont beaucoup de difficultés à trouver des repreneurs extérieurs, parce qu'effectivement ils vont chercher des gens qu'ils essaient de voir à leur image, mais des gens qui vont devoir s'intégrer dans un collectif préexistant. Or finalement les salariés sont déjà présents dans l'entreprise, c'est eux qui la connaissent le mieux, et finalement collectivement ils ont toutes les qualités que le cédant a cherché en eux pour l'aider à développer l'entreprise qu'il a construite. Et donc,
pour autant que chacun prend conscience de cette force collective, et donc au travers d'une forte implication, on a un ingrédient déterminant dans la réussite d'un projet coopératif. On s'intègre dans la poursuite de l'activité. Le projet coopératif, c'est un projet de continuité, c'est un projet de transmission. Il n'y a pas la complication de faire entrer un nouveau joueur qui veut tout révolutionner, tout casser, apporter des nouvelles recettes, inventer je ne sais quel nouveau business model ou développer je ne sais quelle activité qu'il estime être celle qui est le bon chemin pour l'avenir de l'entreprise. On est dans la poursuite de l'activité dans les meilleures conditions, sans rupture ni délocalisation. On est dans une fluidité de transmission et on préserve l'indépendance de l'entreprise. Puisque ce sont désormais les salariés qui sont entre guillemets aux commandes, puisque c'est eux à qui l'entreprise appartient et qui vont décider de l'avenir de l'entreprise. La difficulté effectivement des montages peut-être en LBO comme on a parlé avant, ou des montages avec des private equity ou des investisseurs extérieurs, c'est que la seule finalité de ces montages financiers, c'est à un moment la rétribution du capital investi. Cette rétribution du capital investi passe souvent par des LBO successifs. Et on va avoir effectivement un premier LBO qui va se revendre à un deuxième LBO, qui va se revendre à un troisième LBO, avec pour conséquence une inflation de la dette accumulée sur la tête de l'entreprise cible, et finalement l'impossibilité de la régler. L'actualité récente est riche de tous ces montages LBO qui se sont finalement qui ont terminé en dépeçage. Un des exemples les plus frappants étant par exemple Vivarté, qui finalement a été aujourd'hui est quasiment en liquidation. On reste dans une logique entrepreneuriale, puisqu'effectivement les salariés, l'entreprise, la coopérative est une entreprise dans le jeu concurrentiel, qui fait face à toutes les mêmes difficultés que n'importe quelle autre entreprise, qui doit gagner des marchés, qui doit veiller à sa rentabilité, qui doit veiller à sa profitabilité pour satisfaire ses sociétaires en leur distribuant de la participation et des dividendes. Donc là, elle est dans une logique de marché exactement identique à celle de ses concurrents. Simplement, cette logique de marché s'applique aux salariés eux-mêmes, dans une logique entrepreneuriale coopérative, sans logique patrimoniale, avec l'objectif de pérenniser l'emploi et de pérenniser l'outil de travail commun construit par les coopératives. Pour accompagner les coopérateurs, le mouvement coopératif met évidemment en place un nombre de formations important, puisque ce nouveau rôle du salarié sociétaire est quelque chose qui n'est pas toujours simple à appréhender, et donc pour éviter toutes les confusions, on a des formations nouvelles associées, associés salariés, associés administrateurs et dirigeants, un parcours fléché qui aide à ce que l'ensemble du collectif progresse et sache appréhender ce nouvel outil qu'est l'entreprise. Et qu'ils sachent se positionner par rapport à leur activité quotidienne. Un des enjeux effectivement de la coopérative, c'est que le salarié n'est plus seulement salarié, il est associé, il est sociétaire, coopérateur. Et donc la tentation pourrait être grande de se dire je décide de tout le temps puisque l'entreprise m'appartient. Alors évidemment, c'est pas l'objectif, puisque comme je le disais, la coopérative est une entreprise ordinaire qui appartient simplement à ses salariés. Et donc il faut être vigilant, à être conscient de ce qu'on appelle la double qualité, à savoir d'avoir à la fois la casquette de salarié et la casquette d'associé. C'est-à-dire que dans son quotidien, le salarié de la coopérative, eh bien, il est comment dirais-je, il est régi par les règles du droit du travail, comme n'importe quel autre salarié de n'importe quelle entreprise. Simplement, régulièrement et de temps en temps, on va lui demander son avis et sa voix, sa décision, dans le cadre du droit coopératif et du droit des sociétés, en assemblée générale, pour décider de l'affectation du résultat, pour décider de la nomination de son nouveau gérant ou de ces nouveaux administrateurs, et pour décider des grandes orientations stratégiques de la vie de l'entreprise. Nous, Union régionale des SCOP et des SIC, notre rôle évidemment est d'accompagner et de fédérer l'ensemble des SCOP et des SIC sur l'Île-de-France et la Confédération générale des coopératives sur l'ensemble de la France. On accompagne à la création, la transmission, la transformation et la reprise des sociétés en SCOP ou en SIC. On apporte notre appui au montage du business plan, on accompagne le montage financier et juridique,
et on donne accès à un accompagnement personnalisé. Une fois que la coopérative adhère au mouvement, elle va avoir accès à un délégué suivi qui vont les aider, qui vont les assister sur toutes les questions du droit coopératif, sur la gouvernance et les enjeux économiques, et également sur la formation, comme on en a parlé, et l'animation du réseau. Voilà qui conclut notre présentation brève sur le mécanisme de la transformation de société en coopérative par ses salariés, la transmission en coopérative. Vous avez eu les coordonnées dans la présentation. On souhaitait présenter avec Monsieur Vilga comment dirais-je, les deux possibilités qui s'offrent aux salariés de prendre la main de leur destinée dans la reprise d'entreprise, dans un schéma très classique qui est connu LBO, hein, où le salarié ou des cadres dirigeants se réunissent et investissent pour reprendre l'entreprise dans une mécanique qui est à la fois qui présente quelques risques, mais qui est une mécanique intéressante et qui est une opportunité pour un certain nombre de personnes, enfin un certain nombre de salariés, pour reprendre la main. Mais ça peut être aussi, peut-être de manière plus large, dans un esprit coopératif et collectif, d'entrepreneuriat collectif, une approche de transmission en coopérative pour pouvoir permettre aux salariés de prendre la main de leur destin d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup et j'espère à bientôt pour partager un projet avec vous. Merci de votre attention. Merci.